De retour dans l'Africa Newsroom, nos invités sont toujours avec nous. Mohamed Ly, président du think tank Innovation politique et démocratique, ainsi qu'Alfred Chango, notre éditorialiste. Merci à vous d'être restés sur ce plateau. Alors, on reprend un petit peu ce qui est du Kenya, de l'issue du processus électoral. On comprend bien qu'il en va aussi pour l'économie du pays, mais d'ores et déjà, les choses s'annoncent quand même quelque peu difficiles pour les Kenyans. Le gouvernement ne cesse de renforcer des mesures d'austérité. Mohamed Ly. Oui, mais vous parliez du surcoût, effectivement, d'une élection qui n'a pas été prévue, mais c'est aussi, il faut le dire, le rôle des lois de finances rectificatives avant la fin d'un exécutif budgétaire. Moi, je pense qu'ils vont y aller. C'est la démocratie. Elle n'a pas un prix, comme on dira, elle a un coût. Et le coût, c'est ça, et c'est le Kenya et tous les autres pays africains qui doivent apprendre de cet exemple à partir duquel un Conseil constitutionnel s'est émancipé du joug du pouvoir politique en France, en place, c'est de se dire, quand nous jouons avec nos processus électoraux, quand nous allons et des observateurs viennent, qui ont dit que l'élection s'est bien passée, il faut quand même le dire, une très grande honte et un échec des observateurs, et que la Cour constitutionnelle invalide cette élection, les conséquences, elles sont d'ordre politique certainement, et c'est immédiat, mais elles sont aussi, et malheureusement, d'ordre économico-social. Et aujourd'hui, le Kenya, comme on vient de le dire, sur sa notation internationale, Fitch Rating, et les conséquences sont vraiment énormes et c'est ça qu'on doit prendre en compte. Et après, il y a finalement, ce sont les Kenyans qui doivent se serrer la ceinture. C'est ça, Alfred à 12 milliards pour réorganiser 2 tours d'élection, pour reprendre un processus électoral qui a été grippé par la fraude et par l'irrégularité. Oui, mais absolument, rapidement, mais justement, c'est malheureusement vrai, ce sont les Kenyans, mais quand on voit leurs conditions de vie, les difficultés à se faire soigner, les difficultés à aller à l'école et même pour certains à joindre les deux bouts, c'est leur demander quand même, c'est une pression financière quand même supplémentaire et c'est dommage pour eux, mais qu'à cela ne tienne, à quelque chose malheur est bon, on espère qu'ils tireront les leçons de cela, mais pas seulement les Kenyans, tout le reste de l'Afrique pour se dire il faut organiser les élections dans des bonnes conditions pour qu'il n'y ait pas de contestation par la suite. Alors, si vous le voulez bien, on va poursuivre cette émission par notre Zoom Culture et Société, consacré aujourd'hui au Code de l'enfant, dont l'application se fait toujours attendre au Bénin. L'application du Code de l'enfant promulguée en janvier 2015 au Bénin rencontre visiblement de grandes difficultés. Ce code vise pourtant à la protection des plus jeunes. Il était très attendu dans ce pays qui recense près de 5 millions d'enfants de moins de 15 ans. Un reportage entre correspondants Lefti Ounou, Idlet Mirabel Bissou. Pour renforcer la protection juridique des enfants, le Bénin a adopté courant janvier 2015 son Code de l'enfant. Ce code a intégré la Convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Il comporte plusieurs dispositions phares et principes directeurs de l'enfance, dont l'éducation, la responsabilité des parents, l'accompagnement de l'État, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie et au développement de l'enfant, le droit à la non-discrimination. Plus de 2 ans après son entrée en vigueur, de nombreux experts estiment que son application peine à être effective. Pour nous magistrats, son application ne pose pas de problème, puisque la loi, dès qu'elle est votée et promulguée, son application s'impose à nous. Maintenant, comme je le disais tantôt, le contenu de ce code, c'est des droits positifs. Des droits qui appellent à ce que l'État, pour son application, mette la main à la poche. Le Code de l'enfant comporte 409 articles et a recensé les infractions courantes qui sont commises sur les enfants. Cependant, le secteur de l'enseignement est davantage touché par les violences faites aux enfants. Elles se manifestent par la recrudescence des châtiments corporels à l'école et les abus sexuels en milieu scolaire. Toutes choses qui soulèvent le problème de la vulgarisation de ce code. Au niveau de la coalition, nous sommes en train de faire actuellement un travail de sensibilisation, de vulgarisation d'un certain nombre de dispositions du code avec certains acteurs du système que sont la majeure partie des juges d'enfants.
Selon les dispositions du Code, l'enfant appartient à l'État. Il est non seulement éduqué par ses parents, mais aussi en milieu scolaire et dans la société. De nombreux experts estiment que les autorités doivent se préoccuper de la mise en application des textes de loi pour la tolérance zéro aux violences faites aux enfants. Plusieurs organisations de la société civile continuent de militer pour la vulgarisation de ce texte de loi afin de renforcer la protection des enfants béninois. Alfred, on voit que ce code peine donc à être appliqué, mais au final, quelle est la nécessité de mettre en place un code propre au Bénin quand on sait qu'il y a un code, il y a une législation, plus précisément la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée en 89. Pourquoi travailler sur un code propre? C'est important parce que le code propre met en application justement ces droits, règles fixées par les conventions internationales. Donc c'est une manière de transposition très concrète pour permettre justement que l'État protège l'enfance quand on sait, mais ce code énumère toute une série d'actes de violence. Mais au final, c'est de la paraphrase de la convention. Quand on lit ce texte, c'est un peu de la paraphrase de la convention. Pas nécessairement parce que pas nécessairement parce que là, il y a des sanctions, des peines qui sont prévues justement que les juges sont obligés d'appliquer. La convention donne des principes généraux et dicte des règles générales. Et on les traduit très concrètement par des lois applicables et donc par les sanctions. C'est ce qui est le cas et ce qui est intéressant justement, qui est ce code de l'enfant. Simplement, comme on le voit, ça bute sur quoi? Un juge a dit il n'y a pas d'argent. De l'autre côté, on dit la sensibilisation, l'information, la diffusion justement de ce code pour que ça ne reste pas seulement dans les villes, mais que ça aille à travers tout le pays, pour que tout le monde soit au courant de l'existence justement de ce code-là. Et là, on a mis le doigt sur un point important, mais ça n'est pas propre au Bénin. On peut étendre l'exemple à toute l'Afrique dans l'enseignement, où les enseignants qui ont l'autorité, dans certains cas, abusent de cette autorité-là. On va en parler, mais quand même, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, je reviens un petit peu à ma première question, orienter les efforts vers la consolidation d'une convention qui est là, qui est présente, au lieu de s'éparpiller dans une multiplication des textes et autres? Je vais vous resservir la réponse d'Alfred, parce que ça se passe comme ça aussi. On signe les conventions qui édictent des principes directeurs, effectivement, et c'est dans la transposition qu'on nous demande de mettre en place des lois pour chaque pays, parce que une convention, elle est généraliste. Chaque pays a sa sociologie, a ses problématiques différentes de l'enfance. Celui de l'enfance en Norvège est différent de celui de l'enfance au Bénin et autres. Donc je pense que les Béninois, par rapport à leur vécu, par rapport à l'historique des problèmes d'enfants, les enfants dans la rue, l'éducation, le droit à l'éducation... Mais en attendant que... Oui. Voilà, là on a évoqué les problématiques. Je comprends votre question maintenant. Vous avez raison dans le sens où, non, il ne faudrait pas attendre l'application de la loi. Ce n'est pas son applicabilité. Le magistrat l'a très bien dit. Une fois qu'elle est promulguée, ils ont un cas. Mais c'est les sanctions là. Ils ne peuvent pas faire de déni de justice, ils vont sanctionner. Mais ce que nous montre effectivement ce reportage est terrifiant. Ça veut dire que, et j'arrive pas à le croire, c'est que dans le processus de transformation sociale au Bénin, pour une fois, je vais le dire, on constate que ce sont les lois qui sont en avance sur la population. Et ça, c'est terrible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne suffit pas de voter les lois pour faire une transformation sociale. Il faudrait les accompagner, il faudrait que les populations soient préparées, une vulgarisation, une vraie connaissance. Juste pour donner un exemple qui me vient tout de suite là comme ça, l'Amérique du Sud a fait des constituantes et leur constitution, tout ça. Il est arrivé qu'ils mettent des textes sur des
paquets de spaghettis, sur des paquets de sucre, pour des trucs en langue nationale pour que tout le monde soit au même niveau sur la connaissance de la loi, tes droits et tes devoirs par rapport aux enfants. Je pense que c'est un vrai problème au Bénin et un problème qui est extraordinairement grave et inadmissible parce qu'il faut donner les chiffres. Moi, j'ai vu qu'il y a 2763 cas de grossesse d'enfants adolescents au Bénin sur leurs 12 départements. C'est quand même terrible. Ils ont un vrai problème. Et ça appelle la responsabilité des parents, des familles, ça appelle la responsabilité de l'État, donc de l'autorité publique, des enseignants. C'est le paradoxe, puisque cette loi, justement, interdit... il devrait l'interdire. Voilà. Donc, où les plaintes ne sont pas portées, parce que le magistrat semble nous dire si les plaintes arrivent, il tranche, ou il y a un état de fait sur la sexualité des enfants, il faut le dire, des petites filles, sur la maîtrise de leur corps, un travail qui devrait être fait. Un travail, je pense que le travail, ça serait surtout d'un point de vue judiciaire. Hein, aussi. En premier lieu, je le pense. Pas seulement, moi je crois, Zahra, oui, qu'il faut à la fois effectivement du point de vue du droit, mais aussi de l'éducation des familles, parce que, pas seulement des familles, mais aussi des hommes. Oui. Parce que pour que ces enfants, ces mineurs tombent enceintes, il faut qu'il y ait des hommes qui passent par là. Donc c'est une question d'éducation, mais vraiment... Et en milieu scolaire, la statistique, c'est pas... Oui, c'est ça. Là, on parle de mineurs. Hein, donc oui, quand on parle de mineurs, c'est pour ça que je m'accroche tant à la Convention internationale des droits de l'enfant, pour qui c'est un viol. Oui, absolument. C'est un viol, donc du coup, ce n'est pas de leur faute à ces enfants s'ils se font violer. Donc là, c'est pour ça que je dis, c'est d'un point de vue judiciaire qu'il faudrait agir. Ce n'est pas la faute de ces enfants. Moi, je suis certain qu'un juge béninois n'a pas un cas devant lui et dise on passe à perdre des profits, c'est pas grave. Non, mais moi, je suis sûr que tous les cas sont tranchés. Il faut c'est comme les viols, même ici, dans des pays aussi évolués qu'en Europe. On a vu le cas Bopin, des fois, il y a des problèmes de culpabilisation. Des fois, il y a pour des grandes femmes, là, je parle de la quarantaine, et d'autres qui sont députées à l'Assemblée nationale n'arrivent pas à porter plainte parce que les sociétés sont... il y a un vrai... Donc c'est un changement de regard. Un combat féministe positif à mener, et moi je l'entends très bien, je pense qu'il faut le mener. Donc ça serait plutôt encourager les familles, les parents à aller porter plainte. Parce que tout à l'heure vous avez parlé il fallait avoir une éducation. Effectivement, il faut éduquer les gens, mais là on sort carrément du cadre d'une éducation sexuelle, parce que là il s'agit d'un viol sur des enfants. Donc encourager les parents à aller porter plainte. Oui, on est tout à fait d'accord sur ce point, mais avant qu'on en arrive au viol, il y a cette question en amont de l'éducation des enfants, de l'éducation des hommes dans la société et de l'appui aux parents pour justement expliquer que un enfant qu'on envoie à l'école, on ne l'envoie pas pour qu'elle aille se faire violer par le maître ou par l'instituteur, etc. Ou en dehors de ça, ou dans la société. C'est vraiment une question des mentalités. Une question... On peut pas... Vous voyez, là, on est au Bénin. La Convention, elle existe pour tout le monde. Mais vous allez, par exemple, en Tanzanie, le président de la République dit quoi? Les jeunes filles qui se font engrosser par les enseignants, on les vire de l'école et elles ont fini d'accoucher, elles ne peuvent plus retourner à l'école. Alors on dit, mais monsieur le président, dites-nous, ces enfants, ces jeunes filles, ces mineurs, qui les ont engrossés, vous ne poursuivez pas ces hommes délinquants qui violent ces jeunes filles, mais vous punissez ces jeunes filles parce que justement... C'est là où je dis il faut mais vraiment l'éducation, l'information... Surtout quand les sanctions... Mais surtout, est-ce que... Voilà. Les sanctions arrivent en aval. Les sanctions arrivent quand c'est trop tard. Dès que les sanctions vont commencer à tomber, je pense que quand il y a une véritable législation là-dessus, je pense que ça va commencer peut-être à faire réfléchir. J'entends la voix de la femme que vous êtes, et peut-être même de la mère, je ne sais pas. Le sujet, il est douloureux. Moi, je suis papa. Et c'est pour dire, c'est des enfants. Et c'est bien que vous l'ayez souligné. Ils n'ont pas de responsabilité pénale en réalité. Donc, on leur tombe dessus. Moi, je ne suis pas... Il faut
absolument sanctionné par le droit, mais je suis sûr aussi qu'il faut préparer les gens, qu'il faut faire des campagnes d'éveil. Il faut aller dans les écoles avec les parents d'élèves, les enfants et le corps professoral, leur expliquer, comme a dit Alfred, que vous ne venez pas à l'école pour dire amen à tout. Vous êtes là pour qu'on vous instruise, mais pas pour que vous tombiez enceinte. Et je pense que ça doit être un sujet national au Bénin, bon, parce qu'on parle de ce pays-là, peut-être dans d'autres, et parce que nous l'avons sûrement. Mais il faut effectivement que cette autorité naturelle du corps professoral, de l'état des gens dans l'enseignement, que cela ne donne pas ces statistiques honteuses, il faut bien le dire, et révoltantes au Bénin. Sur 12 départements, plus de 2000 cas de grossesse d'enfants, c'est, disons, un sport national qu'ils veulent en faire. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Et je suis d'accord si vous voulez dire qu'il faut absolument des sanctions sévères et irréversibles, mais la seule sanction ne suffit pas, il faut faire évoluer les mentalités. Et bon, pour prendre n'importe quel autre pays, peut-être le Maroc n'a pas ce taux de participation. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas forcément meilleurs, mais on leur a appris à une éducation, il y a une évolution des mœurs et des mentalités pour qu'ils comprennent que les jeunes filles, on ne les amène pas à l'école. Voilà, il y a un manque de professionnalisme. Et là, l'État faillit vraiment à sa mission publique d'éduquer les enfants. Et c'est le contraire, ils en excluent. Parce que c'est vrai, dans les écoles en plus, quand une fille tombe enceinte, elle est exclue du système scolaire. C'est révoltant. Au-delà, bien entendu, du Bénin, il y a beaucoup d'autres fléaux, les enfants soldats, etc. On a aussi... Les mots sont vraiment multiples, mais comment expliquer que, d'un point de vue judiciaire, l'appareil du continent fonctionne aussi... Voilà, pourquoi l'appareil judiciaire a tant de mal à se saisir de ces fléaux? Bon, d'abord, il faut que ce soit dans le cas... alors, le cas des enfants soldats est spécifique, mais il y a des lois qui le protègent maintenant, qui interdisent le droit de la guerre, interdit justement mais les lois sont là, mais c'est l'application. Alors, exactement. C'est-à-dire que, il faut que les juges aient les moyens, justement, de connaître de ces cas et de trancher. Et donc, ça, c'est au politique. Ça revient, justement, de donner les moyens aux juges. Mais quand on sait aussi par ailleurs qu'il y a des juges qui sont corrompus, on voit que le système judiciaire, il est grippé complètement. Il y a quelque chose d'important qu'il faut dire, moi, pour connaître le sujet au Sénégal, qui est sur les enfants de la rue. Et je pense que les pouvoirs publics, il faut qu'ils prennent... la mesure des choses qu'il faut faire. Par exemple, nous vivons dans un pays où c'est possible. Il y a le retrait de l'autorité parentale si vous n'êtes pas à la hauteur de vos responsabilités. Il y a le suivi de ces enfants. Il y a le suivi de leur addiction. Il y a la mise en place d'organismes, d'associations, de beaucoup de choses pour le suivi du traumatisme, de la fréquentation de la rue et autres. Et dans nos pouvoirs publics, il faut qu'on comprenne, autant pour l'école, autant pour la santé, c'est un secteur, c'est un sujet qui demande une budgétisation efficace pour avoir des résultats efficaces sur le suivi des enfants. Ça devrait être des sujets de priorité nationale dans nos pays. Absolument. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Mohamed Ly, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonne soirée. Donc je rappelle que vous êtes le président du think tank Innovation politique et démocratique. Merci à vous également Alfred d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup du professionnalisme et puis à mes très chères téléspectatrices comme d'habitude. Merci de leur accueil bienveillant. Je vous remercie également de nous avoir suivis. À demain.